Alors, je suis surpris moi-même par ce que je vais vous proposer, mais en même temps assez content. C'est pas quelque chose de forcément très facile. Je disais à Stéphanie, là, en écoutant ta lecture de la semaine dernière, je me disais, et il veut qu'on écrive un truc derrière Flaubert, quoi. Je trouvais ça tellement beau. Ah oui, je suis d'accord. Je lui disais, tu vois, moi qui déteste les descriptions, là, tout d'un coup, tu te fais pas chier une seconde, quoi. Ben oui, Ouais. oui. Attends, tu vas mettre de l'eau à son moulin. Mais non, mais c'est vrai, c'est dégueulasse de mourir du Flaubert avant d'écrire. Ben écoute, c'est une réaction que je peux entendre, mais on avait beaucoup parlé de ça il y a très longtemps évidemment avec ma mère. Elle, ce qu'elle disait, et c'est aussi ce que j'ai constaté, c'est que si on utilise de la littérature un peu moins bonne, ça ne marche pas. Ah ouais. On a cette double réaction, c'est-à-dire que les gens réagissent en disant tu veux nous faire écrire après Proust, Joyce, Beckett, ou voilà, on est dépassé. Mais en même temps, oui. Mais quand on lit quelque chose qui est pas de la grande entre guillemets littérature, de la bonne littérature, eh ben ça inspire personne, malgré que je n'aime pas cette idée d'inspiration. Voilà, ça provoque pas justement et donc la difficulté, elle est évidemment de dépasser l'idée qu'on n'est pas aussi bon qu'eux, etc. Et d'en faire notre propre truc, c'est-à-dire d'aller utiliser la question à laquelle Flaubert, en l'occurrence, a répondu dans ce passage-là. C'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce qu'on en ferait nous-mêmes, quoi. C'est ça le principe. Mais alors, wow. J'avais oublié que c'était si beau, Flaubert, ça fait longtemps que je n'avais pas lu. Mais Flaubert, Bovary, effectivement, moi, Salombo, j'aime pas. Je trouve ça trop. Ça me perd. Je décroche alors que là, je trouve qu'il n'y a pas trop. Je peux te piquer. Oui. Ça, c'est ça? Ouais. Bah, c'est une question comment dire, oui, de genre et de plaisir qu'on a à certains livres et pas d'autres. Moi, je préfère Salombo à Bovary, ils me sont plus concernés. Mais bon, je suppose que tu lis assez peu de romans de science-fiction. Pas. Voilà. Le seul que j'ai dû lire, ça doit être Barjavel. Ouais. Quand j'avais 12 ans. Bon, donc, vas-y, épate-nous. C'est surprenant. Non, c'est surprenant pour moi. C'est quelqu'un dans lequel je n'avais lu et ouvert qu'un seul ouvrage d'elle qui s'appelle L'exil de James Joyce, qui était sa thèse sur James Joyce, et avant qu'elle ne rencontre et qu'elle ne rencontre vraiment le travail de Lacan, et surtout quand elle terminait sa thèse, il me semble, elle n'avait pas osé parler de Lacan dans sa thèse, alors que Lacan a fait un séminaire entier autour de James Joyce. Extrêmement intéressant. Où il pose la question de la structure de Joyce. Et cette dame est très connue, elle a un peu la même coiffure que toi. Quand tu nous dis ça, généralement, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand tu nous écrases de ta condescendance. Je suis désolé. Mais elle est très connue, tu connais pas? Je suis désolé de donner cette impression. Et c'était quelqu'un que j'aimais pas beaucoup parce que elle était la référence obligée de tout un milieu, en particulier le milieu des éditions des femmes. Chic-chou. Voilà. Donc, très connu malgré tout. Je sais pas du tout qui c'est, mais je sais que c'est un nom féministe de l'époque.
Ouais. Enfin, je pense que Hélène Sixous. Hélène Sixous. Et c'est un de ses derniers livres, je crois que ça a été publié en 2011. Qui s'appelle Revirement dans l'Antarctique du cœur. Voilà. Au singulier. Non, pluriel. Revirement dans l'Antarctique. Ça, c'est vendeur. Jamais j'achète un bouquin qui s'appelle comme ça. Oui, je suis pas persuadé que... Aujourd'hui, c'est que la mode, les titres à la con. Hein. Qu'elle soit très grand public, si tu veux. Elle Ouais, fait pas de, elle fait quand même assez peu de racolage, déjà les premiers. Donc bon, je sais pas si c'est un bon titre ou pas. C'est C-I-X-O-U-S ou il y a un I quelque part? C-I-X-O-U-S. Elle est née à Oran en 1937 et elle est juive, semble-t-il. Et pourquoi tu es étonné de... Pourquoi tu as commencé par ce préambule? Ça veut dire que j'ai, pendant tout, disons 30 ans, je ne suis pas rentré dans son œuvre, même si j'en ai quelques exemplaires. Donc elle a écrit sur James Joyce et Elle a écrit sur Lacan, c'est ça tu dis? Non, elle a écrit sur énormément de gens. Il y a des romans, il y a beaucoup de pièces de théâtre. Elle a énormément travaillé avec Ariane Mnouchkine. Donc elle a écrit beaucoup de pièces qui ont été jouées au Théâtre du Soleil. Elle a vraiment une œuvre énorme. Elle a été une des personnes qui ont créé Vincennes, la fac de Vincennes, Université libre, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y avait Antoinette Fuchs aussi, non? Aux éditions des femmes. Ouais, c'est elle qui a Antoinette fondé Fuchs, c'est elle qui a fondé les éditions des femmes. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu nous as parlé de Lacan? Parce qu'elle a fait un mémoire, elle, Sixous, sur Lacan. Elle a fait un mémoire sur Joyce, sur mais Joyce. elle a beaucoup travaillé autour de et avec la pensée de Lacan. Ça c'est Antoinette Fuchs, elle était aussi psychanalyste en dehors d'être éditrice. Moi, je suis absolument pas d'accord avec comment dire, ce que raconte Antoinette Fuchs, dont le cheval de bataille était l'idée de la colonisation du vagin et autres. Ça veut dire quoi? Que les méchants hommes veulent coloniser le vagin des femmes. Enfin bon, je trouve il y a un certain nombre de choses que je trouve un peu lunaires, on va dire. À part ça, c'est malgré tout une femme intelligente, effroyablement malade parce qu'elle avait une sclérose en plaques, Antoinette Fuchs. Ma mère était très partagée. D'abord, c'est elle qui l'a publié. Et tout son succès, c'est grâce à Antoinette Fuchs. Donc, bon, elle l'a publié et republié, plusieurs fois, réédité, etc. Elle n'était pas forcément d'accord avec toutes ces idées féministes, mais elle n'était pas non plus, comment dire,
pas plus anti-féministe que ça, quoi. Elle a vécu simplement en tant que femme avec toute son autorité naturelle. Et donc c'était... voilà, on venait pas... j'ai jamais entendu ma mère tenir un discours féministe. Elle n'avait pas besoin de ça. Ouais, c'est ça. Juste pas besoin. Elle avait une place dans la société qu'elle s'est faite Ouais, elle-même, c'est évidemment. la majorité des femmes. Non, mais c'était le cas de la majorité, très grande majorité, totalité des femmes de son entourage, en revanche. Je veux dire, on était entouré de médecins, d'artistes, etc., surtout d'artistes. Il n'y avait pas cette question-là. Par contre, sa mère, elle a vécu dans les conditions d'une femme née en 1900 et qui n'a pas pu travailler, enfin bon, voilà. Donc elle connaissait aussi ça. Donc je vais lire un passage. Ceci n'est pas un roman, c'est pas un récit. Et c'est en ça que c'est, disons, un peu particulier. Quand on demande à Internet, mais alors quelle est l'histoire de Revirement, ça vous répond, il n'y a pas d'histoire. Néanmoins, il y a 2-3 choses qui sont intéressantes à savoir. Il y a un personnage qui s'appelle O, qui est le mari ou le compagnon de celle qui dit je. Et il y a sa mère qui a quelque chose, qui est pas loin d'être centenaire, quoi, et dont elle s'occupe et dont semble-t-il, mais j'ai pas encore creusé la question suffisamment. Elle a beaucoup parlé dans ses livres. Donc il y a beaucoup de recensements dans lesquels on lit, elle parle encore de sa mère. Ce qui me fait penser à certaines phrases de Stéphanie à mon sujet. J'ai dit ça, moi. Oui, t'as dit ça, au moins 2 fois. Tu parlais encore de ta mère. Bah, c'est vrai que tu parles beaucoup de ta mère. Ah bon? Bah oui. Toi, tu t'en rends même pas compte. Non, je ne m'en rends pas compte. C'est vrai que je ne m'en rends pas compte. Disons que dans le cadre de l'atelier d'écriture, je pense que ça peut être légitime à certains moments. Tu connais cette émission qui s'appelle Carnet de campagne sur France Inter? Non. C'est une émission qui passe à midi et demi. Et avant-hier, ils vont dans des régions parler des gens qui prennent des initiatives sympas. Enfin, c'est une émission. Voilà. Et ils parlaient de la maison de Copeaux avant-hier. À Fernand-Vergelès, oui. Voilà. Merci de l'information, je garderai si Je peux te dire ce que tu me dis, voilà, c'est qu'il n'y a pas forcément de jugement. C'est aussi un fait. Tant mieux. De relever la chose. Et donc, il semblerait qu'elle prenne beaucoup soin de sa mère. Et il est question d'aller à Montaigne. À Montaigne. Donc, quoi, Montaigne en fait, c'est le bled d'où venait Montaigne. Équem de Montaigne, il s'appelle, un nom comme ça. Bon, je me suis dit en lisant Sixou, mais tiens, je vais peut-être ouvrir Montaigne finalement. Et il y a cette référence à une tour qui serait donc la tour dans laquelle s'isolait Montaigne pour écrire et dans laquelle s'isole Hélène Cixous pour écrire. Et là-dedans, il y a un problème entre semble-t-il, la présence de cette vieille mère qui perd la tête, mais de manière subtile,
intelligente et cultivée, et n'en ayant plus rien à foutre de rien. Genre Clémence a pris des vacances. Et en même temps très inquiétée parce que elle maîtrise plus vraiment les choses. Et donc son compagnon, O, qui fait que dans les débuts du livre, on comprend qu'il y a de la séparation dans l'air parce que quelque chose lui est insupportable. Et, à O ou à elle? À O. Et donc il y aurait une sorte de meurtre, mais on ne sait plus très bien s'il y a vraiment eu un meurtre ou si c'est le meurtre du couple. Bon! Qu'est-ce qui se passe, tressaille ma mère. Ce qui claque maintenant, je ne sais pas exactement comment l'écrire après coup. Pan! Ou bien bang! Les chats fuient. C'est un coup de feu, ou un coup de tonnerre, ou un coup de porte. Je pense, c'est O. Claquer de la porte, ce n'est pas ce qu'il voulait. Bang! Un autre son. Cette fois, c'est une pile d'assiettes dans la cuisine. Ce n'est pas non plus ce qu'il voulait. Ran! Alors, à écraser la pédale de la voiture, il finira par la mettre hors d'état de répondre. Mais c'est quelque chose d'autre, me dis-je, que O voudrait faire. C'est quelque chose de grand, quelque chose de grec, avec des filaments rouges qui pendent au coin des lèvres, et des gueulements rauques qui roulent dans le coffre de la poitrine, des cadavres d'animaux familiers égorgés qui s'empilent sur le cadavre principal de la scène. Et les râles de la colère rouge, c'est une action qui répond à la fois à un enchevêtrement de fils dont l'emmêlement incontrôlable conduit, sans qu'on y puisse rien, à un moment tragique, d'autre part à un besoin viscéral de mordre, de déchirer, d'aboyer. C'est viscéral, pense O. Mais la chose devient soudain insaisissable. Elle se dérobe comme une ombre rouge sur le rivage étranger d'un rêve de rage. Et on n'arrive pas à le dire autrement que dans la langue des portes et des assiettes. Ou bien pousser quelqu'un tout d'un coup dans l'escalier, tel ou tel escalier, un être vivant ou par la fenêtre d'un véhicule en agrippant l'être par la peau du cou, on en est capable. Parfois, quand je suis au rempart de mon bureau, en haut de mon image de tour, je me représente haut comme un taureau-chien. Le taureau est un taureau de rêve, cela se reconnaît à la lenteur et à la pesanteur de ses pas. Il baisse la tête qu'il a large et lentement branlante, et déjà la peur me fait sentir la forme courbe et pointue des cornes, et dans son poitrail gronde et pleure un ancien chien. Haut est partagé entre l'envie de foncer, de buter, d'encorner, de déchiqueter et un immense regret. Le taureau monte, s'arrête au palier, lève le mufle à la lune, aboie de longues plaintes pleines de souvenirs d'enfance et d'accès de fureur. Ce qu'il veut dire, je préfère ne pas le savoir. Le ton, en style d'Arioso, celui de la catastrophe qui s'abat sous forme de double croche piquée assénée en arpège massif. Je frapperai, je serai frappé. Parfois, je le vois noir, maigre, orphelin, entouré d'ennemis, sans Dieu et sans musique. Toujours, il entre dans la maison sans prévenir. Je l'entends avant de le voir. Les chats fuient. C'est toujours cette phrase de O qui revient. Cabirac, 33 habitants, un meurtre. Chaque fois que nous allons à Montaigne, au tournant de la petite route qui passe son bras autour du cou de la Dordogne avec la douceur d'une sœur, dès que O aperçoit les courbes délicieuses du lieu-dit, quelque chose d'énigmatique lui souffle cet énoncé rituel. Énigmatique, la répétition de ce titre, énigmatique, le fait que O introduise Cabirac à chaque représentation comme si c'était la première fois. Si je l'interrogeais, si je lui demandais Cabirac est-elle la victime ou le meurtre, 33 innocents ou 33 coupables portent-ils à jamais sur leurs épaules ou dans la profondeur du cœur le nom de Cabirac? Mais je ne l'ai jamais interrogé.
Quelque chose d'énigmatique a toujours retenu ma voix. Chaque fois que, ayant passé Bran, quand je sens monter en moi la fièvre qui me gagne d'arriver le plus vite possible à Montaigne, et chaque fois que nous nous approchons du tournant par le chemin qui porte un manteau de vignes et de cerisiers, je me demande si la rencontre avec le fantôme se produira encore une fois, ou si l'âme en peine inconnue aura trouvé le repos. Pour ajouter l'énigme à l'énigme, jamais O ne m'a demandé si je voulais savoir en quoi consistait ce meurtre, ni si je ne voulais pas savoir pour quelle raison, pour telle raison ou pas pour cette raison. On passe devant Kabirac un meurtre, il y a un meurtre, il y a du meurtre. On peut enfouir un meurtre sous les mots, on peut enfouir un meurtre sous des silences. On ne peut imaginer de vision plus tendre que le petit pan de paysage qu'encadre le tournant. Ou bien c'est cette vue sur le bonheur qui enfouit le meurtre, ou ce sont des journées d'un bonheur ancien qui sont enterrées sous la pancarte Kabirac. Il ne peut pas y avoir de meurtre dans un lieu qui respire la grâce même, se dit-on. C'est alors qu'il se produit. Bon, Kabirac ne m'intéresse pas. Je n'ai d'amour que pour Montaigne. On ne peut pas dire cela. Si on dit « je n'ai d'amour que pour Montaigne » à quelqu'un, on peut tuer ce quelqu'un sans s'en apercevoir. Je n'ai jamais dit « Kabirac ne m'intéresse pas » à O. Maintenant, nous laissons Montaigne derrière nous et nous navirons vers la maison. Je ne pense qu'à Montaigne. Je suis prête à toutes les concessions, à toutes les prudences, aux patiences, au silence, aux détours, au désert, aux ruses, aux exils, aux abdications pour arriver à la tour. Je n'ai jamais dit « qu'est-ce que tu as avec ton meurtre ?» C'est à Cadillac que O a tué les chats, pas à Kabirac. Je suis capable de fermer les yeux pendant 3 mois. On ne desserre pas les dents. On reste en plongée. On se réveille dans la courte allée qui nous porte d'un bond à l'entrée de la tour. Bang! Je sors du rêve d'un bond. J'allais entrer dans la petite pièce du bas où le saint terrasse quotidiennement le dragon. Mon ami P.A. venait de me dire qu'il y avait accolé sur les murs au bras rond des panneaux de 40 cm sur 35 cm tout entiers occupés par des textes manuscrits de Montaigne, Shakespeare, Kafka, qui s'enchaînaient comme se donnant la main au milieu du tableau. On pouvait reconnaître l'écriture dessinée de mon ami, le poète disparu en mer. C'était là une surprise, je ne m'étonnais pas. La tour m'a toujours réservé des tours de magie. Devant le seuil découpé à la taille exacte du visiteur exalté, j'ai vite pensé sous silence que je n'aurais, moi, jamais eu l'idée ni le talent d'inventer de pareils et si merveilleux mélange. Je commence à lire avec un vertige d'émotion dans la pénombre que constelle le filet où frétillent les étoiles de « Bang !» J'ai crié « Non !» O a crié « Tu en feras d'autres !» Je veux lire encore une ligne, je veux en rentrer dans le sommeil, dans la tour. Les deux me sont fermés, je suis hors de moi. O est devant la porte comme un rocher. Je vois que c'est une construction, mais en ce moment, elle a toute l'épaisseur de la réalité. Une porte qui claque, ma tour tressaille. Tout se présente comme prémisse de notre destruction. Quand j'écris O, c'est pour ne pas mettre B. Ce serait injuste et trompeur. O est un moment de B. Comme vous et moi, B est une armée, on ne le dira jamais assez. Je note que Proust fait dire au narrateur qu'en réalité, il n'était pas un homme, mais toute une armée, et qu'à ce moment-là, le narrateur dit bien « je », et dans l'armée, c'est-à-dire « je », il voit qu'il y a des indifférents, des passionnés, et des jaloux dont aucun n'est jaloux de la même femme ni de la même jalousie. On se demande naturellement si « je » prend le mot « armée » au sens propre, et c'est un peu le cas, c'est une armée, mais pas sur le champ de bataille, c'est un régiment qui défile, plutôt une foule, mais ordonnée, chamarrée, et aux poitrines animées de passions extrêmement diverses, et c'est sans doute cela, et c'est sans doute parce que nous sommes un alphabet d'êtres que nous écrivons des lettres si variées, selon l'adversaire ou l'adoré, à qui nous dédions notre âme à tel moment. De plus,
chacun de nos êtres ou chacune des lettres qui nous représentent à tel ou tel moment est assujetti au changement universel. C'est-à-dire ces lavages, maquillages, changements rapides de costumes qui se passent dans les loges du temps où s'activent les divinités couturières, les divinités inaudibles et invisibles, mais encore plus puissantes que les divinités du téléphone. Dans l'armée de B, O est ce moment qui réagit principalement à ces moments. H de moi, que je suis et que je veux être absolument entre la fin du mois de juin et le mois de septembre, en aménageant des compromis et des parenthèses pendant les autres mois de l'année, comme à un corps étranger. Donc ça ne raconte rien. Dans la scène, là, on a la mère, on a le mec qui claque la porte et qui se tire avec la bagnole, en gros. Et on a ses réflexions à elle sur sa manière de s'isoler, justement, dans son bureau, dans sa tour, à elle, d'écriture. Mais il est avec elle, à Montaigne. Mais il se barre, là. Donc c'est un flashback, ce qu'elle raconte. Et Kabirac, c'est quoi Mais ils sont en voyage pour arriver à Montaigne. Oui. Ils passent par Kabirac. Ah, c'est pas ce que j'ai compris. Moi, j'ai compris qu'à chaque fois qu'ils allaient à Montaigne, ils disaient Kabirac, machin, un meurtre. Oui. Mais on sait pas pourquoi. C'est quoi ce meurtre? Non, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Oui. Néanmoins, cette idée du meurtre est assez obsédante. Ça commence par cette idée de meurtre. O dit le meurtre. C'est ça le titre de la première partie. Il y a un moment où il dit il y a un meurtre dans cette maison et ce meurtre, c'est nous. Voilà, bon, il y a tout un discours autour de mais cette même idée. cette phrase, ce meurtre, c'est nous. Alors qu'en fait, nous, ce serait la victime de ce meurtre. Oui. Ce meurtre, c'est nous, c'est un raccourci sibyllin. Et comme tout ce que tu nous as dit, là, ça me... C'est donc pas un roman, pas un récit. Il y a quelque chose de à la fois de la pensée, du discours, du souvenir, et donc de la poésie dans la manière d'écrire. C'est ça qui est ce qu'on va appeler sa théorie du texte, dont j'ai parlé déjà il y a quelque temps. Donc c'est comme ça qu'elle écrit ce livre-là. Elle ne cherche pas du tout à faire un roman policier ou un truc où elle te prend par la main, où elle t'explique bien les choses. Et là, elle s'en fout. C'est pas son problème. Et c'est une vraie écriture. Elle est aussi reconnaissable qu'on peut reconnaître l'écriture de Duras, c'est-à-dire à la fois avec ses modalités d'écriture, son style, si tu veux, et ses thèmes. On est dans autre chose que dans le roman, le récit habituel. C'est là où, effectivement, je disais qu'il y avait une difficulté. Mais moi, je trouve vraiment un énorme plaisir à le lire, et parce qu'on passe par plein de choses. Alors, je suis sensible, énormément sensible, à la fois à cette histoire de Tours, puisque moi, toute mon existence est dirigée vers cette idée d'avoir ma tour pour écrire. Donc, je suis d'accord du début à la fin avec elle. Pourquoi une tour?
C'est un peu phallique, comme fantasme. D'abord, ça ne me dérange pas, le côté phallique. Et ensuite, pour ce qui me concerne moi, pourquoi une tour ? Parce que quand j'étais enfant, j'ai lu Marco Polo. Et dans Marco Polo, il y avait je crois que c'était un savant qui vivait dans une tour d'ivoire. Et je rêvais d'être dans cette tour et qu'on me foute la paix. Voilà. À part ça, donc je suis sensible depuis toujours à la fois à la ruine et aux architectures militaires du XIe et XIIIe siècle, que j'adore les tours. J'ai aussi un souvenir d'enfance d'une tour dans laquelle j'étais, dans laquelle vivait un ami qui était peintre, et dans laquelle il m'avait prêté son atelier, quoi, qui était dans la tour, en bas de la tour. Et j'avais tout à ma disposition, j'étais tout seul dans le... Enfin voilà, bon, pour moi c'est tout ça. Et puis il y a des tas de représentations avec lesquelles je suis en accord, et en particulier celle du film qui a été fait avec à partir du livre d'Umberto Eco, où il y a cette tour carrée bibliothèque absolument géniale, et je suis effondré de voir brûler ça, quoi. Voilà. En plus, il y a une espèce de labyrinthe d'escaliers et de couloirs là-dedans. Je suis chez moi, là. Voilà, donc je partage assez bien son truc, ses affects autour de la tour, mais aussi, je partage aussi une très grande partie de ses références. Dire Kafka, Proust, Maurice Blanchot, Lévinas, etc. C'est ma culture, quoi. Voilà. Donc je rentre là-dedans. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est une sorte de redécouverte pour moi, parce que je plonge là-dedans avec vraiment délice, quoi. En tous les cas, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la façon dont c'est construit, c'est-à-dire précisément ce mélange qu'il y a entre ce qu'il se passe dans le présent et sa pensée. On n'est pas dans le monologue intérieur, on est à la fois dans la pensée, dans les choses que ça évoque, dans le souvenir, et également dans le comment dire, j'allais dire le désir, quand elle parle de la tour et qu'elle veut aller y écrire. Voilà, c'est à ça que je fais allusion. C'est-à-dire que justement, elle se défausse de toutes les règles qu'on pourrait avoir pour écrire un roman, justement. Toutes les règles du récit, etc. On est dans autre chose, et je pense que c'est ça qui m'intéressait précisément, c'est-à-dire qu'il y a là-dedans la possibilité, pour qui s'y lance, d'une très grande liberté d'écriture. Et c'est ça donc le cœur de la proposition, c'est-à-dire qu'on peut, je vais mettre des guillemets, mais raconter une histoire tout en ayant cette liberté de, comment dire, de partir un peu dans tous les sens. Et en fait, on reste tout de même dans la pensée. Il y a quelque chose qu'on suit, c'est la présence de ce jeu. Mais moi, j'ai beaucoup aimé quand elle fait référence à Proust, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je n'ai pas capté la référence à Proust.
la référence à Proust, il dit que J'ai pas compris l'histoire de l'armée. je est toute une armée. Et comme elle dit que O n'est que un des personnages de B. Assez clairement, quand elle dit dans l'armée de B, donc le problème c'est toujours les majuscules, mais dans l'armée de B, virgule, O est ce moment qui réagit principalement à ce moment H de moi. H c'est Hélène. Bon, je sais pas, c'est quand même, pour moi c'est très clair. Alors c'est peut-être difficile, c'est difficile de l'entendre, peut-être plutôt que de le lire avec les yeux, où on peut s'arrêter un peu pour comprendre mieux quelque chose qui... Voilà. Mais moi je le lis, en fait je le lis très rapidement, j'ai pas besoin de tout retenir, de tout. Voilà, je vais m'accrocher à un certain nombre de passages qui vont m'accrocher, m'apprendre quelque chose, me faire comprendre quelque chose de ce qu'elle raconte, de l'histoire. Bon, je cherche pas, quand je rentre là-dedans, à rentrer dans un récit classique. Ce que je dis, et j'insiste là-dessus, et c'est la proposition, on peut raconter une histoire tout en étant dans la pensée du personnage, avec toutes ces fuites diverses vers des pensées divergentes qui, à mon sens, peuvent venir nourrir le sens de ce qu'on raconte. Pas forcément expliciter l'histoire, et l'histoire ici n'est pas l'essentiel, mais le sens. Et il est multiple. Donc voilà la proposition, c'est quelque chose de l'ordre de la liberté dans l'écriture que vous pouvez prendre évidemment à votre manière à vous. Il ne s'agit pas de singer ce que fait Cixous, comme il ne s'agissait pas de singer Flaubert la dernière fois. C'est simplement tenter, essayer, aller voir ce que ça donnerait cette liberté-là.